Et, ok, on a vu la constellation de concepts et de définitions. Je vais aller assez rapidement sur certaines diapos parce qu'on n'a plus trop de temps. Le résultat est décevant. Le résultat final de la chirurgie, c'est une des définitions que j'ai trouvé qui me plaît bien, ne rencontre pas les attentes à la fois du patient et du chirurgien qui avaient été établies avant la chirurgie. Et donc, il y a le failed, pas uniquement sur le chirurgien. Mais moi, je me suis concentré, juste pour vous donner quelques exemples de ce qu'on vit au quotidien, sur la consultation dans ma clinique. C'est une façon comme une autre de vous montrer l'impact de ces mauvais résultats, ou du moins de ces résultats décevants, dans la vie des patients et des chirurgiens, puisque à la consultation de neurochirurgie, une fois qu'un acte a été réalisé, eh bien, les patients reviennent, certains vont voir d'autres avis dans d'autres structures, mais globalement, souvent, ils viennent d'abord voir le chirurgien index, et de nombreux concepts, fibrose, la fameuse fibrose, les douleurs neuropathiques, l'instabilité secondaire, des récidives et tous les problèmes sociaux qu'on a déjà évoqués, convergent vers le chirurgien. Et je vais passer très vite sur ces lettres de consultation que j'avais sélectionnées pour vous, mais elles recoupent beaucoup de ce qu'on a dit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une période d'un mois. J'avais déjà fait il y a quelques années à la Société de neurochirurgie. Je m'a demandé de le refaire. Donc, j'ai pris janvier 2016, hein, c'est un mois index. J'ai pris toutes les consultations rachis dégénératifs. On est 6 neurochirurgiens et ça faisait environ 1500 consultants. Et sur ces 1500 consultants, il y avait 218 patients qui avaient des résultats post-opératoires décevants, qui avaient été opérés il y a plus de 6 mois, ce qui représente 15% des consultations. Et dans ces 218 patients, j'ai pu garder 187 dossiers qui avaient une imagerie exploitable pour que je puisse vous en parler aujourd'hui. 166 avaient été opérés chez nous et 21, soit 11%, avaient été opérés dans une autre institution et venaient pour un second avis. L'âge moyen, 53 ans, un peu plus d'hommes que de femmes, 28% de tabagiques, 33% de professions à risque rachidien, 20% de retraités, 17% des patients étaient en arrêt de travail, 12% étaient en cours de procédure de reclassement, MDPH, 11% prenaient des antidépresseurs. Et 60% environ a été envoyé par les médecins généralistes. L'histoire chirurgicale, eh bien, près de 80% avaient été opérés une fois, mais quand même 22% des patients avaient plus d'une intervention. Intervention index, c'était de la chirurgie de fusion dans 34% des cas, une décompression pure dans 23% des cas, et des dissectomies lombaires, puisque je me suis focalisé sur le lombaire, dans 40% des cas. C'est juste pour vous donner un peu le contexte de ces patients. 7% des patients avaient eu des complications post-opératoires, infections, brèches, problèmes d'implantologie. Et l'index de ces patients qui avaient des mauvais résultats à la consultation était de moins d'un an dans 34% des cas, de 2 à 5 ans dans 48% des cas, et plus de 5 ans dans 17% des cas. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient eu des douleurs qui étaient réapparues plus de 5 ans, mais c'était 5 ans à partir desquels ils venaient reconsulter. Et justement, 45% des patients n'avaient jamais été soulagés. Et 5% avaient été soulagés plus de 6 mois, 43% avaient été soulagés entre 1 et 6 mois, et 52% étaient soulagés soit pas du tout, soit moins d'un mois. Bon, répartition de douleurs, rachidienne 34%, radiculaire ou pseudo-radiculaire, on va dire, membre inférieur pur dans 23%, et puis des douleurs un peu plus complexes, un peu plus régionales, dans 43%, avec 20% qui avaient vraiment des douleurs neuropathiques dans le tableau clinique. J'avais essayé de faire un peu une typologie des hypothèses diagnostiques, c'est ça qui nous intéresse en fait. J'avais fait un groupe pré-op, sélection du patient, adaptation de l'indication, choix technique, hein. Un groupe per-op, but non atteint ou insuffisance technique, ce qui est toujours très difficile, mais j'ai la chance d'avoir des associés qui acceptent que je me plonge dans les dossiers. Je le redis à chaque fois parce que ça peut parfois faire grincer certaines dents dans la salle, mais j'ai l'avantage d'avoir des associés qui sont assez transparents, donc je me plonge avec délice ou avec difficulté parfois dans les dossiers des uns et des autres. Et dans le post-op, donc groupe pré-op, groupe per-op et groupe post-op, neuropathie, processus épidural, complications de la chirurgie, puis évolution de la maladie, instabilité secondaire ou progression de la maladie index. J'avais essayé de un peu discriminer ces trois cas, et voilà ce que j'ai trouvé. En fait, il y avait une vingtaine de pourcents de patients qui, à mon avis, avaient une optimisation possible de ce qui s'est passé en préopératoire, c'est-à-dire un problème de sélection, par exemple une sélection du patient, une dépression non traitée, un problème psychosocial récent. Un problème ensuite d'adaptation de l'indication, par exemple un geste discal sur des douleurs rachidiennes prédominantes, ou un problème de choix technique. On propose au patient une pure décompression sur une instabilité, comme on a vu tout à l'heure en début de ce symposium. Ensuite, il y avait 13 patients, soit 7% du groupe, qui présentaient des hypothèses de mauvais résultats
par des choix ou des événements péropératoires. Une décompression incomplète, on se focalise sur les lames, on oublie que le récessus et le foramen sont quand même, à mon avis, les cibles privilégiées de ces actes de décompression. On ne parle pas assez du foramen et du récessus, à mon avis. Et donc 4 patients sur 13. Des implants en conflit, 2 patients sur 13. Il ne faut pas oublier que chez nous, il y a 2 OARM. On arrive quand même à avoir parfois des mauvaises trajectoires. Et des mauvaises corrections dans 4 patients sur 13. Et en fait, il y avait près de 70% des patients qui avaient soit des problèmes neuropathiques ou en rapport avec des processus cicatriciels, des complications de la chirurgie, des méningocèles, et puis une instabilité secondaire ou une progression de la maladie dégénérative, récidive du hernie discale 20 cas, dégénérative disc disease 26 cas, puis des rosténoses dans 10% des cas. J'avais 12 patients à qui, franchement, je n'ai pas arrivé à vraiment donner une explication dominante. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec ces patients? On en a envoyé 25% au centre de la douleur. On a proposé dans 22% des cas de la chirurgie, 26 validations chirurgicales et 16% qui avaient été proposées. Fusion, reprise de hernie discale, optimisation de la décompression. Et vous voyez qu'un an après, j'ai regardé en janvier 2017, on en avait opéré 32, dont 18 avaient été uniquement améliorés, soit partiellement, soit complètement, et 10 qui avaient été opérés. Sinon, on a envoyé des patients en rééducation fonctionnelle. On a fait quelques procédures percutanées, genre des thermocoagulations, donc certains ici savent à quel point je les adore. Avis rhumatologique dans 10% des cas. Optimisation du traitement dans 11% des cas. Optimisation du bilan parce que dans 7% des cas. Voilà un peu comment on avait réagi. Donc vous voyez qu'on est quand même aussi en connexion avec un centre de la douleur dans laquelle on participe de façon indirecte, mais qui maintenant, récemment, s'est installé au CEDRE. Donc, pour retenir tout ça, 15% de la consultation, c'est des mauvais résultats ou des résultats décevants. 18% de ces patients sont en arrêt de travail, 22% ont été opérés plus d'une fois, 50% n'ont pas été améliorés ou moins d'un mois, 20% ont des douleurs neuropathiques prédominantes. Et dans les hypothèses étiologiques que j'ai essayé de faire avec les éléments dont je dispose, 20% des problèmes de sélection des malades, 25% d'évolution épidurale, et puis 40% d'évolution de la maladie dégénérative en rapport avec l'instabilité, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? 25% vers la douleur, 22% des propositions chirurgicales. Voilà une photographie de la vraie vie qu'on vit dans notre centre. Moi, ce qui me pose problème, c'est pas tellement l'instabilité secondaire ou la progression de la maladie index, c'est les problèmes qui sont liés à nous. Ça, c'est une des choses qui, moi, m'intéresse. Je laisserai Phil parler après de ces domaines, mais l'optimisation de notre quotidien et de notre acte et notre décision en tant que chirurgien me pose un problème, parce que c'est de cette décision, de cette indication que les résultats de la chirurgie, une grande partie des résultats de la chirurgie découlent. On a mis en place depuis quelques années ce qui n'existait pas à la clinique. On est 6, on a la chance d'être 6, c'est aussi... faut exploiter cette chance d'être un gros groupe. Et bien des discussions de dossiers, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, des RMM qui nous apprennent beaucoup. C'est pas toujours facile en libéral de faire un staff, surtout quand on est tout seul. Alors certains sont tout seuls, mais sont très présents dans les réunions, les congrès, mais eh bien, il y a des possibilités peut-être à l'avenir de faire, ça existe déjà, de faire des staffs en télémédecine, mais cette discussion de dossier a complètement changé le quotidien. Et puis aussi la référence à des clichés debout. Nous, on n'a pas des hausses, mais il y en a à Toulouse, et puis on a réappris à nos radiologues à faire des clichés grande cassette, de faire systématiquement des bilans dynamiques. C'est une chose indispensable pour qu'on puisse discuter les dossiers, et c'est en train de passer, alors qu'il y a encore quelques années, on ne le faisait pas. Je vais passer rapidement sur l'évaluation du terrain non rachidien. Ça, c'est très difficile à faire en libéral, les consultations de psychologie ne sont pas prises en charge. On a optimisé les armes chirurgicales, la navigation, le repérage péropératoire, l'aide de la neurophysiologie, les outils de coagulation péropératoire, éventuellement l'accès aux techniques mini-invasives, quoi qu'on en pense, l'épargne musculaire, la baisse des saignements, c'est quand même des outils et puis surtout la navigation pour éviter d'avoir des problèmes. Actuellement, il y a eu dans l'année dernière quelques cas d'erreur de trajectoire. Nous sommes 6, un seul n'utilise pas les WARM, c'est le seul qui reprend les vis. Je suis persuadé également que toute la procédure de RAC en amont et pendant l'intervention et après peut diminuer, ça a été prouvé, peut diminuer les complications ou les mauvais résultats chez les patients par cette espèce de remise du patient en tant qu'acteur proactif de sa procédure avant, pendant et après l'intervention. Pour moi, c'est quelque chose d'indispensable. Je vais très vite sur ça parce que j'ai plus le temps. La collaboration avec le centre d'études de la douleur, pendant très longtemps, c'était juste les médecins généralistes qui renvoyaient les patients. Maintenant, nous, on s'y est mis, on travaille avec le médecin de la douleur et surtout, on commence, je l'ai entendu tout à l'heure, à lui adresser les patients avant l'intervention et pas uniquement quand
le râteau où les mauvais résultats sont arrivés. Impliquer le médecin de la douleur et d'ailleurs le médecin rééducateur avant, avec éventuellement à l'avenir ce qu'on va essayer de faire au SET, c'est un préconditionnement des malades avant chirurgie exigeante. Ça nous semble aussi une façon de travailler correctement. On a la chance d'avoir réuni toutes ces personnes au sein d'un centre de la douleur. Ça n'a pas été facile, un centre pardon, je vous ai mis centre de la douleur, mais c'est centre du Rachis, ça se passe en hôpital de jour, très difficile à financer, mais la clinique est partante. J'avais suggéré un jour en plaisantant, puis j'ai vu que ça se cristallisait, ça prend peu à peu de l'efficacité, où on est tous les intervenants qu'on a la chance d'avoir intramuros au CED, neurochirurgien, rééducateur, anesthésiste, rhumatologue, neurologue, algologue, affaire de l'heure, et même une psychologue. C'est la seule façon d'avoir une psychologue payée qui peut, et on évalue le patient, on prend rendez-vous au moment de la consultation, on programme également l'imagerie, la neurophysio, la médecine nucléaire, et en fin de journée, on check avec les différents intervenants et on fait une proposition thérapeutique aux patients. C'est pas très facile à construire en libéral par rapport à ce que j'avais connu quand j'étais au CHU. Je termine là-dessus. La formation des uns et des autres. C'est très facile d'être en libéral, et d'ailleurs à l'hôpital aussi, et d'être écrasé par le quotidien. Aller au congrès, accéder à l'imagerie, à la bibliographie en ligne. Nous, on est abonné à plusieurs revues, je sais exactement qui regarde quoi, ça fait dresser les cheveux sur la tête de voir que certains n'ont pas ouvert, n'ont pas utilisé ce service depuis des années. Aller se former avec l'industrie, lutter contre son ignorance volontaire, c'est quelque chose d'indispensable. La variabilité au sein même de ma structure fait dresser les cheveux sur la tête quand on voit ce qu'on propose à la même casuistique, nous 6 différents. Cette homogénéisation des pratiques, cette recherche permanente de l'optimisation de notre culture chirurgicale, de nos techniques et de l'introspection qui nous fait décider de ce qu'on va faire un acte porteur de risque à un patient est indispensable et souvent est noyé par le quotidien très exigeant. Lutter contre son propre conservatisme, ça restera sans doute un des combats de toute ma carrière. Bon, je passe très vite sur les thermos. Je suis content que tu m'aies donné le nom de celui qui a fait cette fameuse équation, parce que pour moi, toi tu t'es mis sur les facteurs psychosociaux, moi, les facteurs inconnus restent pour moi un immense défi. Je pense qu'un jour, on passera peut-être pas à une réflexion sur un registre français. La Société de neurochirurgie est en train de s'y diriger, tel que les Suédois l'ont fait. On a vu ce que ça a donné, ça a même amené des publications dans New England il n'y a pas longtemps. Les RCT, on le sait bien, ne sont pas une bonne réponse à ce qu'on vit au quotidien. Peut-être qu'un registre systématique sur nos patients, avec l'avènement de l'intelligence artificielle et peut-être et de la e-santé, est peut-être une des voies qui nous permettra d'acquérir des données et de voir se développer une harmonisation des pratiques et peut-être des meilleurs résultats pour nos patients. Merci.